Bienvenue à tous. Donc, on est déjà 31. Il y en a pas mal qui sont encore en train de se connecter. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes avant d'attaquer le vif du sujet. Donc, Emmanuel Arnaud, je suis président de la French Tech de Boston et président de Home Exchange. On a normalement des membres en ligne de la French Tech de Boston, mais aussi New York, San Francisco, Miami, Austin, Houston et peut-être d'autres personnes. If you're English speaking only, I'm sorry, this webinar is going to be in French, so you can send us a few questions by email or via the chat, but this webinar is probably not the right format for you. Et donc, je vous partageais en quelques mots l'origine de ce webinaire. C'est quand même, je suis président d'une société où on est une cinquantaine en France et une dizaine aux États-Unis. En France, on a une assez bonne connaissance d'un point de vue RH de mécanismes comme le chômage partiel, et on est en train de les mettre en place avec nos équipes. Alors qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'on a demandé à mon avocate Émilie Ayoub, avec laquelle je travaille depuis longtemps. Bonjour Émilie. Émilie, vous êtes mute. Bonjour Émilie. Très forte, mais on Ce qu'on va faire, c'est on va tous couper nos vidéos. On va tous couper nos vidéos. On t'entend pas très bien. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est mieux. Non, ouais. vous m'entendez pas. Si, tu coupes la vidéo. C'est mieux. Oui, c'est bon. Cut your video. Oh. Je crois qu'en tant qu'admin, tu peux pouvoir le faire, Anne-Fleur. Ouais. Je suis en train. Voilà. Ça y est. Voilà. Et donc, bon Émilie, avec laquelle je travaille depuis longtemps, qui a accepté gentiment d'animer ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Émilie. Émilie qui travaille au sein de Nelson Law Group, un cabinet qui est basé à New York. Et aujourd'hui, on va structurer la présentation en voyant tout d'abord au niveau fédéral les 3 points qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire quelles sont les modalités pour réduire la masse salariale, la réduction de salaire, réduction des heures de travail et licenciement, puis assistance gouvernementale pour les entreprises et autres recommandations pour gérer les relations commerciales. Et ensuite, au niveau des États, alors bien sûr, on ne va pas faire les 50 États, on a décidé de se concentrer sur Californie, New York et Massachusetts. Donc, désolé pour nos amis de Miami, Houston, Austin et ailleurs. Peut-être qu'Émilie pourra prendre 1 ou 2 questions, mais ce n'est pas des Zooms qu'on va faire pour cette session-ci. Et voilà, si vous avez des questions, le plus simple, c'est de les écrire, si ça vous va. Il y a un chat qui est là. Émilie, je te propose de ne pas t'interrompre pour les questions. Et Anne-Fleur, si ça te va de faire un peu le résumé des questions, s'il y en a 2-3 sur le même sujet, de les poser, d'intervenir au moment ad hoc pour Émilie. Ouais, ça marche. Super. Merci beaucoup à tous. Et Émilie, je te passe la parole. Et je me permets juste de rajouter un petit truc. Donc, effectivement, la session est enregistrée et je la mettrai en ligne sur notre site internet ce week-end, normalement. Bien sûr. Et donc, je profite pour remercier Anne-Fleur qui a rendu tout cela possible grâce au fabuleux Zoom très bien. du MIT. Bienvenue tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis avec mon associée Deborah Nielsen également. Elles interviendront si nécessaire au bout d'un moment pour m'aider. Comme vous savez, c'est une période assez compliquée, assez sans précédent historique au niveau du droit du travail et dans d'autres domaines légaux aussi. Donc, on va faire notre mieux de vous faire un petit sommaire aujourd'hui qui va couvrir les aspects principaux. Mais il y aura, je voudrais quand même confirmer que tout le monde reste au courant des changements qui pourraient venir dans les jours et les heures qui viennent. Tout change tous les jours, toutes les heures. Donc, là aujourd'hui, ce n'est pas le dernier mot d'aucun de ces sujets. Et juste pour confirmer qu'en fait, ce webinaire ne va pas créer une relation avocat-client entre Nielsen Law et vous. Donc, juste pour confirmer que je vous conseille de confirmer toutes ces informations avec votre avocat de votre côté pour votre situation particulière.
Donc, et dans une manière, il y a plusieurs juridictions qui s'appliquent à chaque employeur. Comme vous savez, aux États-Unis, il y en a plusieurs juridictions, le droit fédéral, le droit étatique et le droit municipal. Donc, on va parler un peu dans chaque domaine, quels sont les points importants à savoir dans chaque domaine fédéral, étatique et municipal. Il faut savoir aussi si vous avez les employés qui travaillent ou qui habitent dans un État qui n'est pas l'État principal de votre société, où le siège ne se trouve pas dans cet État, il y aura d'autres lois, la loi de la résidence de l'employé qui s'appliquera aussi. Donc, il faut vraiment faire attention quelles sont les lois qui s'appliquent à vos employés et à vous comme employeur. Donc, pour commencer au niveau fédéral, je pense que la première question, c'est comment, au niveau fédéral, qu'est-ce qu'on a comme solution pour mettre en pause des relations sociales. On parle beaucoup de ce concept de furlough appliqué avant cette crise. Furlough, en fait, la définition, c'est une période courte ou de longue durée qui peut être prédéfinie ou indéterminée, optionnelle ou éventuellement obligatoire pour des rendements entre les employés qui sont non-exempt et exempt. Juste pour être clair que tout le monde connaît le concept entre les deux. Non-exempt, ce sont les employés qui doivent être payés des horaires supplémentaires. Et sachez que ça n'a rien à voir avec quand on est salarié ou payé à l'heure. J'ai une notice que ma connexion n'est pas stable, mais bon, on fera sans. Donc, du coup, pour les employés non-exempt, ce sont les employés qui doivent être payés les horaires supplémentaires. C'est assez facile. On arrête lors de la semaine prochaine. Donc, oui. Oui, je t'interromps. Oui, oui. Effectivement, ta connexion est un peu difficile. Il y a un numéro pour pouvoir se connecter. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée que tu te connectes par téléphone. Je vais t'interrompre. Je vais faire ça. C'est quoi comme numéro? Comment on le trouve? Anne-Fleur, je suis en train de chercher le numéro. Si tu es sur ordinateur, en bas à gauche, désolé tout le monde, en bas à gauche, tu cliques sur la petite flèche à côté du micro et tu cliques sur Switch to Phone Audio et il va te donner le numéro. C'est 669 900 6833. Et le meeting ID, voilà. C'est bon? Ah bah voilà, merci. Bon. Désolé pour tous pour ces petits soucis techniques. Et comme tout le monde bosse de chez soi aussi, les vidéoconf sont un peu ralentis au niveau de la bande passante. C'est le moment de rappeler que si jamais vous n'aviez pas investi dans Zoom, vous avez peut-être dû. Ils ont beaucoup de trafic en ce moment. En attendant que Émilie se reconnecte, j'ai déjà vu plusieurs noms de Boston. Est-ce qu'on a des gens de New York qui sont là? On a 2 personnes de New York. 2 personnes de New York? Oui, Emmanuel, la French Tech New York, oui. Célia. Super, salut Célia. Salut. Il y a des personnes d'où alors, Anne-Fleur, si tu as les stats? Il y a un pôle en fait en route. On est 9 de Boston, 2 de New York, une personne de Miami, 5 de Houston, 5 de Los Angeles, une en France et une ailleurs. D'accord. Philippe Latapi à Boston. Qui a investi dans Zoom? Il paraît que leur market cap dépasse celle de Uber. C'est vrai. Et vous avez vu aussi Amazon qui recrute 100 000 salariés aux États-Unis? Waouh, non, je ne savais pas eu. Non, Émilie. La réponse est non. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux faire de ton côté, Anne-Fleur? Là, normalement, Émilie, tu peux parler. Je t'ai unmute. Attends. Là, c'est bon. Là, ça marche? Oui, c'est bon. Super. Ah, parfait. Super. Pardon. Alors, donc, on était furlough pour non-exempt employees. Donc, c'est très simple. On arrête de leur mettre sur le schedule. Tant qu'ils sont payés pour les horaires qu'ils ont travaillés, c'est bon. Et tant qu'ils sont payés le SMIC, c'est bon.
Et si un employé non exempt travaille, il faut les payer pour les horaires qui sont travaillés, mais on peut tout à fait réduire le nombre d'horaires ou les arrêter complètement. C'est un peu plus compliqué pour les employés qui sont ce qu'on appelle exempt. Ils sont soumis à ce qu'on appelle un salary basis test. En gros, ils sont obligés d'être payés leur salaire hebdomadaire pour tout travail qui est fait dans une semaine de travail. Une semaine de travail, c'est très défini. Souvent, c'est du lundi au dimanche. Si quelqu'un qui est exempt travaille même 5 minutes pendant cette semaine, ils sont obligés d'être payés cette semaine. Donc, il faut être très clair avec eux, d'interdire qu'ils travaillent pendant cette période de furlough, définir la période de furlough, éventuellement mettre tout à l'écrit. En alternative, on peut modifier le statut de quelqu'un qui est exempt à une poste qui est mi-temps, payé à l'heure non exempt. Ce changement doit être fait en bonne foi et en principe ne devrait pas être retransformé en exempt une fois que les activités reprennent. En gros, c'est parce que le DOL, ils n'aiment pas quand on change trop souvent le statut de l'employé. Mais entre nous, on dirait que, vraiment dans cette période de difficulté, à mon avis, le DOL, ils vont pas aller chercher la petite bête comme ça pour les employeurs qui essaient de garder les employés. Donc, pour que tout le monde suive bien, le DOL, c'est le Department of Labor, c'est bien ça? C'est le ministère du Travail, en gros? Comment? Le DOL, c'est le Department of Labor, c'est le ministère du Travail, en gros, américain? Oui, pardon, le DOL, c'est le département de travail fédéral. Et donc, si jamais tu mets un salarié en furlough, donc toi, ça te permet de faire des économies, mais cette personne-là, elle perd 100% du revenu que tu ne lui verses pas, ou il y a un système de filet social quelconque qui existe? Je suis désolée, je n'entends pas très bien. Pardon. Si jamais tu mets quelqu'un en furlough, d'accord, tu arrêtes de le payer toi, est-ce qu'il y a, il y a un mécanisme quelconque d'aide, comme il peut y exister en France, qui le paye, lui, ou c'est juste qu'il touche zéro? De payer. Il y a d'autres mécanismes pour payer les gens qui ressemblent plus chômage à temps partiel. Donc, le furlough, c'est pas vraiment ce genre de mécanisme. Non, c'est vraiment on arrête le travail pendant une période prédéfinie ou pas, mais en principe, c'est temporaire. Il y a d'autres mécanismes qui sont par étatique, dont je vais en parler plus tard. L'État de New York a un système qui s'appelle Share Work Program, aussi en Californie, mais on en parlera plus tard. Mais c'est pas le même type de système où on paye quelqu'un pour un temps partiel ou un temps à mi-temps ou quelque chose comme ça, non. Ok, merci. Ok, je continue? Je t'en prie, je t'en prie. Oui. Bon, excusez-nous, on est maudit. Ah, Je pense qu'Émilie va se reconnecter. Émilie? ouais. Vas-y. Émilie? Elle est en train de se reconnecter au niveau du téléphone. Bon, donc pour résumer, au niveau fédéral, il y a un système qui s'appelle le furlough qui permet à la boîte de ne pas payer ses salariés, mais qui ne permet pas aux salariés d'être indemnisés. Voilà. Et donc, au niveau des États, on dirait qu'il y a des furloughs. Je vais l'écrire, je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça. Merci, Angela. Voilà, c'est un système qui permet bien. Excusez-moi de vous couper en attendant qu'elle joigne. J'ai discuté avec mon PIO. Ils me disent que furlough, c'est pas un terme légal et qu'en fait, ça veut rien dire. Ça veut dire plein de choses, mais que derrière ça, il doit y avoir un terme légal et elle me parlait plutôt de temporary layoff. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra confirmer cette question? D'accord. Alors, je vois que Émilie demande s'il y a Déborah, qui est donc la fondatrice de Nielsen, qui est aussi en ligne, qui pourrait aider, parce qu'elle a l'air d'avoir des problèmes de connexion. Déborah, tu es avec nous?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Déborah. Ok, super. C'est Émilie. Donc, j'ai entendu qu'il y avait une question. Le concept de furlough, c'est pas vraiment, comme je l'expliquais au début, c'est pas un terme juridique. C'est juste un concept qui existe. C'est un mot qui parle du fait qu'on met des gens en arrêt. C'est juste que la manière dont on met les gens en arrêt de travail change en fonction de leur statut exempt ou non exempt. Est-ce que quelqu'un d'autre questions sur furlough? Didier la demandait, lui il en a parlé avec son PEO qui lui disait furlough c'est pas quelque chose que tu peux vraiment activer, il faut… C'est un temporary layoff. Donc par exemple, ce que je disais dans les journaux, c'est qu'il y a des boîtes qui disent tiens, les employés vont travailler une semaine sur 2. Et en fait, elle m'expliquait que c'était compliqué à faire et que c'était pas trop légal de faire ça. C'est-à-dire faire un temporary layoff pour une semaine, les faire revenir travailler, puis après refaire un temporary layoff, c'était à la limite. Voilà. Donc c'était ça que je voulais savoir. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est que il faut faire très attention de la manière que tu mets en œuvre. Il faut absolument soit clair avec les employés qui ne sont pas du tout permis de travailler dans la semaine qui sont officiellement en furlough, parce que si un employé qui est exempt travaille dans cette semaine, il va avoir droit à son salaire hebdomadaire pour la semaine où il allait travailler, même si c'était pour 5 minutes. Donc, en pratique, c'est assez difficile à mettre en œuvre et faire marcher d'une manière claire et qui fonctionne bien, quoi, pour être honnête. Mais en gros, peut-être j'aurais dû dire avant, en fait, l'idée aux États-Unis, dans chaque État, on a un concept de at-will employment. Ça veut dire qu'on peut licencier les gens quand on veut, pour quoi que ce soit la raison, sauf les raisons illégaux, par exemple les raisons discriminatoires. Donc, si on a besoin de mettre fin à un contrat dans le foyer, on peut le faire du jour au lendemain pour des raisons économiques ou même pas. Donc, il ne faut pas se dire il faut que je gère ce système de furlough qui est un peu compliqué. Pas du tout. On peut terminer les gens et plus tard, si le business reprend, on peut les rembaucher aussi sans rentrer dans cette idée de furlough. Autre question? Non, je te propose, vas-y, continue, comme ça on va voir aussi les mécanismes qui existent au niveau des États. Après. Donc, tu veux que je rebascule sur les États maintenant? Ok, donc pour l'État de New York, on a ce qu'on appelle New York State Shared Work Program. C'est en pratique l'équivalent du chômage partiel. C'est un plan que l'employeur doit soumettre à l'État et l'État doit l'approuver. Les horaires de l'employé peuvent être réduits et l'employé peut recevoir une compensation basée sur le pourcentage des horaires réduits qui serait éventuellement plus élevé que les avantages du chômage en soi. Le montant de l'avantage sera le montant que l'employé recevra au chômage multiplié par le pourcentage que le plan a réduit les horaires. Donc, je pense que les sites de DOL, ils ont une sorte de calcul, mais pour exemple, si un employé qui gagne 400 par semaine est sous un chômage complet recevra $200 par semaine. Si son temps est réduit par 20%, 20% de 400, c'est $80 de réduction. Il recevra $320 pour ses 80 heures, plus $40 de l'État, qui représente 20% de $200 qu'il aurait eu en chômage complet. Donc, il recevra un total de $360 pour 80% de son travail. Le plan, alors il y a un préavis, le plan de shared work doit être soumis au moins une semaine avant la date effective proposée. Et une fois que le plan est approuvé, l'employé doit déposer une demande de chômage shared work en ligne. Donc, il y a aussi quelque chose à faire de la part de l'employé une fois que le plan de l'employeur est approuvé par l'État. Il y a quelques critères pour l'employeur. L'employeur a dû employer au moins 2 personnes qui travaillent dans l'État de New York pour 4 trimestres consécutifs payer les contributions à l'assurance de chômage.
le plan doit être doit réduire les heures de travail entre 20 et 60%. Pour d'autres États, Californie et Massachusetts, je crois, c'est entre 10 et 60%. Ça doit s'appliquer aux employés qui travaillent pas plus de 40 heures par semaine. Ça ne doit pas réduire d'autres avantages. Par exemple, on ne peut pas réduire les avantages de santé ou de retraite, sauf s'ils sont réduits ou éliminés pour tous les employés. On ne peut pas avoir un plan un shared work plan pour plus de 53 semaines, mais on peut déposer une demande d'une nouvelle plan à la fin de celui-ci. Donc, c'est pas une continuation de ce plan-là, mais c'est un nouveau plan, une nouvelle demande. Une unité d'emploi affectée doit comprendre au moins 2 employés. Donc, on ne peut pas faire un plan qui dise, bon, ce genre d'employé chez moi, moins de 10%, ce genre d'employé 20%, s'il n'y en a pas au moins 2 employés dans chaque type de modification. Et on ne peut pas embaucher d'autres personnes pour travailler dans une unité qui est affectée par le Shared Work Plan. Donc ça, c'est le programme New York State Shared Work Program. Je vais parler un petit peu d'une sorte de grant, une subvention pour les employés, pour les employeurs dans la ville de New York, à Manhattan, à New York City. C'est pour les petites entreprises de moins de 5 employés. Il y a une subvention pour couvrir 40% des coûts de payroll pendant 2 mois dans un effort de retenir les employés. Les critères pour ce programme sont qu'il faut que ce soit une entreprise et ça comprend aussi les associations à but non lucratif. Il faut qu'ils se trouvent dans les 5 boroughs de New York. Il faut qu'il soit entre 1 et 4 employés sur tous les locaux de l'entreprise. Il faut que l'employeur démontre que le coronavirus a été la cause d'une réduction en revenus d'au moins 25%. Il faut que l'entreprise soit opérationnelle pour au moins 6 mois. Et il n'y a pas de taxes ou d'autres jugements juridiques qui restent non payés à l'heure de demande. Donc, c'est une demande de faire auprès de sites de Small Business Services de la ville de New York. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur cette partie-là ou je parle du même concept en Californie et Massachusetts? New York, il y a des questions. Oui, j'ai une question, même si je suis dans le Massachusetts, mais en principe général, est-ce qu'il y a des critères restrictifs liés à le fait que l'entreprise soit éventuellement possédée par un non-américain? Non. Pas par ce que j'ai vu. Non, d'habitude, ce genre de questions, on ne regarde pas. Si on est employeur des personnes qui travaillent aux États-Unis, ça s'applique. Il n'y a pas de questions sur les actionnaires ou sur les propriétaires de ces entreprises, non. Merci. Ok, très bien. Pardon? On passe à la Californie? Juste une question. Tu as parlé de demande préalable. Tu sais quels sont les délais de gestion de ce type de dossier quand on doit faire une demande préalable? Combien de temps à l'avance on doit prendre pour imaginer l'activer ce type de plan, de programme? Il faut, pour l'État de New York, il faut que la demande soit faite au moins 7 jours avant, une semaine avant la date effective du Shared Work Plan. En gros, mais je connais pas forcément comment sont les délais de traitement par l'État. Et à mon avis, d'une manière générale, pour tout ce qui parle d'approbation de l'État, je dirais il faut le faire aussi vite possible. Je ne compterai pas qu'il n'y aura pas de délai, surtout dans ce genre de situation. Mais merci. Et donc, juste pour boucler la question, ça veut dire qu'on ne peut pas activer ce programme sans avoir la confirmation de la part de l'État. Exactement. Il faut, parce que en fait, la raison pour laquelle il faut avoir l'approbation de l'État, c'est parce qu'il y a une partie qui est payée de chômage. Donc, soit on peut faire autre chose de réduction des horaires, c'est-à-dire vraiment juste couper les horaires pour les gens qui sont non exempts,
ou changer autrement enfin pas les contrats, mais les conditions de travail pour d'autres personnes. Mais il n'y aura pas de paiement de l'État, il n'y aura pas une partie de leur rémunération qui est payée par l'État dans les conditions de réduction des horaires. Merci. Ok. J'ai parlé un petit peu de Californie. Alors, le WorkShare en Californie, c'est très similaire au programme de New York. Il faut qu'il y ait au moins 10% des employés qui sont affectés et au moins 2 employés. Des horaires et compensations doivent être réduits par au moins 10%, mais ne peut pas excéder 60%. Et d'autres avantages, santé et retraite, doivent aussi rester comme elles étaient avant. On ne peut pas les réduire en même temps. Après, c'est toutes les informations que j'ai pour l'instant sur le California WorkShare Program. Et pour le programme en Massachusetts, il faut également que les employeurs maintiennent les mêmes avantages sociaux. Il faut déposer des mêmes rapports trimestriels pour le paie et les impôts sur les salaires retenus à la source. Ça, c'est une condition du plan. Continuer de payer les impôts de chômage. Déposer un rapport si un salarié a touché des montants supplémentaires de notre employeur, si elle travaillait pour quelqu'un d'autre, par exemple. Et déclarer des changements, déclarer dès qu'on fait une modification, un changement au WorkShare Plan. On ne peut pas obliger un employé de le faire, c'est volontaire. Si tous les salariés peuvent le faire, peuvent le faire si l'employeur baisse les horaires et la paye. Les propriétaires sont aussi admissibles dans le Massachusetts s'ils ont le droit de recevoir aussi les bénéfices, les avantages de chômage dans l'État. Dans le Massachusetts, il faut au moins 2 salariés qui participent. Le montant de la réduction du pourcentage doit être égal pour chaque salarié et entre 10 et 60, on avait dit. Et vous pouvez, dans le Massachusetts, on peut également demander 2 semaines de fermeture totale. Je pense que ça comprendra. Le WorkShare Plan n'est pas forcément juste un licenciement des personnes. Et dès que vous avez l'approbation de l'État, les salariés doivent travailler les heures indiquées dans le plan chaque semaine. Ils ne peuvent pas travailler plus ou moins. Comme les autres États, le plan est valable 1 an. Vous pouvez le modifier ou annuler quand vous voulez. Et donc, ça, c'est le Massachusetts WorkShare Plan. Donc, chaque État, New York, Californie, a un plan pour une sorte de congé, chômage partiel et qui sont assez similaires. Denis de Balio, là. J'ai une question, Émilie. Est-ce que on a le droit de compléter le salaire pour arriver à 100%? Si par exemple on met les employés à temps partiel à 30% et qu'ils touchent une certaine somme, est-ce qu'on a le droit de compléter pour que eux ils aient un équivalent de 100% de leur salaire sur le compte en banque? C'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse. D'accord. Parce que c'est ce qu'on fait en France et je vois déjà les employés comparer leurs conditions entre la France et les États-Unis et donc nous poser ce genre de questions. Ouais. Dans ce cas-là, il faut que je réfléchisse, mais dans ce cas-là, pourquoi pas, à mon avis, il ne faut pas le faire d'une manière discriminatoire, bien sûr, pour une unité de travail qui, en fait, pourquoi, je réfléchis, pourquoi pas dans ce cas-là réduire les horaires par moins, en fait. Si on va réduire par 20%, pourquoi pas faire 10% au lieu de 20%? Dans ce cas-là, au lieu de compléter jusqu'au que ça soit 100% de leur salaire. À réfléchir. Ouais, parce que je pense pense c'est la première fois que j'entends cette question. Ouais, parce qu'avec des salaires d'ingénieurs, je pense que la différence entre le chômage plus le temps partiel va être va être beaucoup plus faible qu'un salaire complet. Et donc, ça va être compliqué à mettre en place sans avoir des gens qui démissionnent en masse ou
ou même voilà, avec qui du coup on établit une mauvaise relation, quoi. Oui, exactement. Question par rapport à ce chômage. Les gens qu'on met en chômage et qui sont sur des visas de travail, ils sont quand même éligibles au chômage technique? Les gens qui ne sont pas en green card, les gens qui sont en H1B ou E2 ou autre type de visa, est-ce qu'ils sont éligibles au chômage? Malheureusement, je ne connais pas les implications en immigration. Cela, à mon avis, ça va dépendre sur les conditions de visa qui est impliqué. S'il y a un visa, si les obligations de l'obtention du visa nécessitent un travail d'un certain nombre d'heures par semaine, c'est possible que ça ait un effet sur le visa. Sinon, pas forcément. Ça devrait pas forcément être. Enfin, les gens qui ont un permis de travail ne doivent pas forcément être traités différemment, sauf dans le cas que les conditions de visa nécessitent autrement. Et l'autre question, juste pour finir, l'autre question, c'était pour les employés qui sont en cours de demande de green card ou qui prévoient de faire une green card. Il me semble que le fait de toucher des aides de l'État, ça peut être un gros problème sur leur dossier. Donc, je ne sais pas si le chômage partiel va rentrer dans ces catégories d'aide de l'État. À mon avis, oui. Ouais, je ne connais pas du tout l'effet de chômage partiel. Ouais, sur l'immigration. Ouais. Je suis désolée, je n'exerce pas dans le cadre de l'immigration. Il y a une autre question par le chat, Émilie, c'est Fred. Est-ce que le Covid-19 est également considéré comme un cas de force majeure? Et si oui, quelle implication sur les employés? Ça dépend. Ça, c'est une question qui est assez large, en fait. Force majeure, ça veut dire beaucoup de choses et ça peut être traité très différemment dans chaque contrat. C'est un concept qui n'existe pas hors du contrat concerné. Donc, on parle plutôt dans les contrats commerciaux. Est-ce que c'est une raison de ne pas livrer des produits ou quelque chose comme ça? Mais tout ça, ça va être défini dans le contrat précis, dans le contrat en question. Et l'implication sur les employés, mais encore, ça dépend si leur contrat de travail parle d'une question de force majeure, mais j'ai pas entendu de beaucoup de cas que force majeure rentre dans le cadre d'une relation de travail, d'emploi entre un employeur et un employé. Ce serait la première fois que j'entends ça. C'est plus dans les cadres de contrats commerciaux. Ok, merci. Petite question sur le chômage partiel. Comment ça s'appelle en anglais, le chômage partiel? Bah, on n'a pas le même, on n'a pas un équivalent. Dans chaque État, c'est Shared Work Program. C'est ce qu'on appelle Shared Work Program. Je pense que shared, ça vient du fait que l'employeur et l'État partagent la responsabilité de la charge de payer les employés qui travaillent à mi-temps, enfin pas à mi-temps, mais dans les horaires réduits. Mais shared work, je pense que ça c'est le concept américain. Ouais. Donc, je sais que vous ne vouliez pas parler du Texas, mais avec mon PIO, j'ai parlé de chômage partiel. Ça n'a pas l'air d'exister au Texas. Hein. Je ne sais pas si ceux qui sont au Texas ont un autre son de cloche, mais pour moi, apparemment, ça ne marche pas. C'est possible que l'État de Texas n'a pas ce genre de programme dans l'État. Et c'est vraiment la première fois dans mes 10 ans que j'exerce qu'on a des clients qui me posent ce genre de questions, que j'entends parler moi-même. C'est vraiment, je pense que c'est nouveau pour beaucoup d'États. Donc, mais ça n'empêche pas que je pense qu'il y aura des efforts de la part de chaque État de mettre en place quand même des programmes pour minimiser les effets économiques sur les employés et les employeurs. Donc, je ne serais pas étonnée si certains États mettent en place quelque chose de similaire, shared work, dans les mois à venir. On l'espère, on croise les doigts. J'ai copié dans le chat un lien sur le Shared Work programme du Texas. Voilà. Et il y a quelqu'un, Clémentine, qui est en train de mettre un peu plus d'infos sur celui de Californie.
Donc, merci beaucoup. On te repasse le micro, Émilie. Super. OK. Donc, on commence par qu'est-ce qu'on a fait? Je suis désolée, on a un peu sauté un peu partout dans ma présentation. On a parlé du droit de Trump qui était signé hier, les Family Medical Leave et les congés payés maladie. Vas-y. Pas encore, OK. Donc, je vais commencer par ça. Comme c'est une nouvelle loi qui est un peu historique et sans précédent aux États-Unis, c'est une augmentation des droits dans la loi actuelle Family Medical Leave Act, FMLA. C'est une loi qui s'appelle Families First Coronavirus Response Act. Il y a deux éléments qui sont dans cette nouvelle loi qui traitent les congés qui sont liés à coronavirus. La loi va rentrer en vigueur 15 jours après qu'elle ait été signée, donc normalement le 2 avril, et ça s'applique aux employeurs avec moins de 500 employés. Donc le premier élément, c'est une possibilité pour les employés d'arrêter de travailler s'ils doivent s'occuper d'un enfant qui n'a pas d'école à cause du coronavirus et qui ne peut pas travailler chez eux. Donc, les premiers 10 jours de congé sont non payés, mais les employés peuvent utiliser les congés payés s'ils veulent. Après 10 jours, les congés sont payés à 2/3 du salaire jusqu'aux $200 de l'heure ou $10,000 en total. Les employés qui travaillent à l'heure, on calcule le taux de paye par la moyenne par jour sur les 6 derniers mois. Et il y a aussi un élément de protection de la poste des employés. Des employés qui ont bénéficié de ces congés doivent pouvoir rentrer dans la même poste ou l'équivalent, sauf pour les employeurs avec moins de 25 employés. Et pour ce genre d'employeur qui a moins de 25 employés, seulement si la poste n'existe plus due aux conditions économiques ou opérationnelles causées par le coronavirus et l'employeur fait des efforts raisonnables pour restaurer la poste de l'employé et l'employeur fait des efforts raisonnables de contacter l'employé pendant une période d'1 an si une poste équivalente arrive dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment c'est une sorte de congé qui n'est pas forcément lié aux raisons médicales personnelles de l'employé, mais vraiment pour garde dans l'enfant qui n'a pas d'école ou autre type d'effet, mais pas forcément des raisons sanitaires de l'employé ou membre de sa famille. Ce genre de congé, ça rentre dans l'autre partie de la nouvelle loi, Emergency Paid Sick Leave, c'est des congés maladie payés d'urgence. 2 semaines de congés maladie payés si l'employé ne peut pas travailler ou télétravailler pour des raisons suivantes relatives au coronavirus. L'employé est l'objet à un ordre fédéral, étatique, municipal de quarantaine ou isolation. Un médecin a demandé que l'employé soit en quarantaine. Un employé a des symptômes du virus, une maladie qui ressemble au coronavirus. L'employé s'occupe d'un membre de sa famille qui est en quarantaine. Ou l'employé s'occupe d'un enfant à cause de la fermeture d'école ou crèche ou autre garderie. Il n'y a pas de limitation en temps que l'employé a travaillé. Les employés à plein temps en bénéficient de 80 heures. Les employés à mi-temps bénéficient du nombre d'heures travaillées par l'employé sur 2 semaines en moyenne. Et une fois que l'employé n'a plus besoin de ses congés relatifs au coronavirus, l'employeur peut terminer cet avantage pour ses employés et les jours ne se rapportera plus pour l'année suivante. Donc, si on en bénéficie, on ne peut pas les utiliser pour l'année suivante. C'est vraiment terminé le 31 décembre 2020. L'employeur ne peut pas demander à un employé d'utiliser d'autres congés payés avant de leur permettre d'utiliser ces congés selon la loi de congés payés d'urgence. Donc, c'est-à-dire, si l'entreprise a une politique de 10 jours de congés maladie payés, si l'employé demande d'utiliser les congés maladie payés
pour des raisons relatives au corona. On ne peut pas leur demander d'utiliser les 10 jours de congé maladie avant pour empêcher qu'ils accumulent d'autres congés maladie. Ils doivent pouvoir garder leur congé maladie de 10 jours qui s'applique à tout type de maladie. Ils peuvent utiliser les congés corona d'abord et après garder les autres pour plus tard dans l'année. Il y aura une obligation de notification, genre une sorte d'affiche qui doit être affichée dans tous les entreprises, mais il y aura un modèle qui va être fourni par le gouvernement. Ces congés-là sont payés par l'entreprise, mais il y a un crédit d'impôt. C'est tout ce que je sais au niveau de modalités financières pour l'entreprise. Et comme j'expliquais, la date d'expiration sera le 31 décembre 2020. Donc, il y a vraiment deux choses à savoir. Ça s'applique à tous les employeurs qui ont moins de 500 employés. 2 types de congés. Un qui est relatif vraiment à une liaison avec l'employé et le virus personnel. Et l'autre qui est des congés liés pas forcément à un virus de l'employé personnel, mais juste un besoin de rester à la maison parce qu'ils ont un enfant qui n'a pas d'école ou d'autres types de nécessité de rester à la maison. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, j'ai une question, Émilie. Si le travail de l'employé nécessite d'être chez un client et donc s'il y a un lockdown par exemple et qu'il ne peut pas aller chez le client, est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là? Non, parce que ce n'est pas non, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Il faut que ce soit une raison pour laquelle l'employé doit rester à la maison. Pas parce qu'il ne peut pas aller dans son travail. Là, dans le cas que tu viens de m'expliquer, c'est vraiment une question de le travail ne peut pas être fait chez le client ou chez nous. Donc, tu n'as pas de travail aujourd'hui. Ce n'est pas un besoin de rester à la maison à cause de Corona. Par exemple, si l'État de New York ferme et disent que personne ne peut aller dehors, ça va rentrer dans le cas. Mais si on n'est pas encore à ce stade dans l'endroit où l'employé travaillait, non, ça ne rentre pas. Oui, mais s'il y a un lockdown, ça rentre. S'ils disent personne ne peut sortir de chez soi, comme en Italie ou en France, là, ça fonctionne. Non? Bon, Émilie a préféré raccrocher que répondre à ta question, Denis. Ça ne m'étonne pas, elle fait toujours ça avec moi. Tu vas chercher un peu la petite bête là. Non, écoute, elle va sans doute se reconnecter. Un peu pour jauger la réponse de la salle, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent qu'on devrait aborder d'autres thématiques qui sont… Il y a des sujets brûlants sur lesquels on n'est pas et sur lesquels vous souhaiteriez qu'on soit pour les 15 dernières minutes ou pas? Mais pour moi, Philippe, là, c'est plutôt l'histoire des Small Business Administration. Sur l'aide, les prêts. Ouais, ils ont lancé un programme de Economic Injury Disaster qui est censé de financer des besoins en fonds de roulement. Par contre, j'ai des messages un peu confusing sur est-ce qu'une entité qui n'est pas possédée par un Américain, donc peut qualifier pour ce genre de prêts, ce sont des garanties de prêts en fait. Okay. Je crois que Déborah, si tu es encore en ligne et que tu peux nous aider sur le Family First Coronavirus Response Act. Tu as envoyé un petit message disant que tu pouvais répondre à tout le monde. Donc là, on ne t'entend pas. Je viens de me reconnecter. Ah, super. Vous m'entendez? Welcome back. Super. Ouais, très bien. Donc, Denis était en train de… Ouais. Oui, vas-y. Non, je disais, Denis était en train de te poser des questions en cas de lockdown. Si jamais on pouvait faire jouer les clauses du Family First Coronavirus Response Act. Il faut que je confirme. J'ai l'impression que oui, mais je préfère confirmer avant de répondre d'une manière définitive. Ok, merci beaucoup. Je vois que quelqu'un a posé la question si ça s'applique aux contracteurs aussi.
non, tout ce qu'on est en train de discuter, vraiment, ça s'applique uniquement aux employés d'un cadre vraiment employé dans une société qui paye les charges sociaux sur l'employé, pas des relations contracteurs, 1099 ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des relations indépendantes et il n'y aura pas d'avantage, sauf ce qui est écrit dans le contrat entre la société et le contracteur. OK. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. On a déjà couvert plein de sujets. Il y a un des sujets qui était posé pendant ton call s'est droppé, c'était la question des aides que l'on peut recevoir du gouvernement et notamment, tu sais, le SBA, les prêts, les prêts garantis pour aider à la trésorerie des petites entreprises. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Je commence à acquérir des infos. Alors, au niveau fédéral, il y a une sorte de stimulus package qui est en cours. Ce que j'entends parler, c'est que ça ne va pas être mis en vigueur avant la semaine prochaine ou plus tôt, mais ça comprendra sûrement un mécanisme pour des prêts pour les petites entreprises. Mais c'est toutes les informations que j'ai pour l'instant au niveau fédéral. Pour l'État de New York, j'ai pas d'autres choses à part du retention grant, mais juste parce que j'ai pas plus d'informations pour l'instant, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, je recommande à tout le monde à New York de regarder sur le site Small Business Services. C'est là où la ville de New York mettra tous les efforts possibles pour les petites entreprises dans l'État de New York. Pour la Californie, je pense qu'il y a beaucoup de renseignants. Il y a un site Internet. Il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas tous les décrire ici, mais je vous mettrai le lien ici dans le chat. En fait, je pense que pareil, c'est toutes les offices du small business pour chaque État qui mettra en avant tous les efforts et toutes les ressources disponibles pour les petites entreprises. Et je pense que Déborah avait trouvé qu'il y avait un webinaire spécifique pour la Californie qui s'appelle Statewide Updates for California Small Businesses Impacted by COVID. Je mettrai ça aussi sur le chat. Et aussi, je pense qu'il y a des banques en Californie qui éventuellement va pouvoir mettre à disposition des prêts pour les petites entreprises et des garanties sur ces prêts jusqu'au 1 million et des micro-prêts jusqu'au 10 000. Et il me semble qu'il y aura éventuellement des prêts disponibles par le trésorier de l'État de Californie. OK. Et pour l'État est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai pas plus d'informations pour l'instant, mais je pense que les sites Internet aura toutes les informations que vous aurez besoin sur les prêts disponibles pour des PME. Le gouvernement a fait allusion à des allègements de charges chèques. Tu pourrais nous en dire plus? Alors, peut-être, juste sur cette question-là, là tu as fait la New York et Californie, donc sur le Massachusetts aujourd'hui, tu n'es pas au courant de quoi que ce soit en termes d'aide à la trésorerie des entreprises? Pardon, je suis désolée, je n'ai pas compris. En fait, là, tu as parlé du niveau fédéral, puis New York, puis la Californie, et tu n'as pas évoqué le Massachusetts sur les aides. Ouais, j'y vais, OK. Donc, du coup, pour le Massachusetts, je pense que il y a un prêt qui s'appelle Small Business Recovery Loan Fund. Ce sont des prêts jusqu'au 75 000 $ pour les entreprises avec moins de 50 salariés. Il n'y aura pas de remboursement de ces prêts pour les premiers 6 mois. Et je pense qu'il y a des demandes à faire auprès de Massachusetts GCC et faire référence au 2020 Small Business Recovery Loan Fund.
Donc, je vais mettre ça aussi. Voilà. Emmanuel l'a mis. Voici le lien. Après, il y a aussi une opération qui s'appelle Rapid Response Layoff Aversion. Je viens d'apprendre cette opération. C'est une équipe dans l'État de Massachusetts pour aider des sociétés à éviter des licenciements collectifs. C'est un programme de l'État et que je ne connais pas les détails pour l'instant, mais je vous laisse regarder sur le site également que je mettrai à disposition. Merci de faire une page qui récapitule sur le site de la French Tech tous ces liens. Ça, c'est le site de French Tech Boston et on mettra les liens là, pour les copains de New York, Californie et peut-être ailleurs si jamais des liens. Et puis sur les prêts garantis par SBA, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait des annonces qui avaient été faites par Trump sur des montants de prêts qui sont donc au niveau fédéral. Est-ce que ça, tu as des infos? Et il y a une question qui est revenue là de plusieurs fois, c'est est-ce qu'il y a des conditions de nationalité des entreprises ou des propriétaires des actionnaires de l'entreprise? Je n'ai pas d'informations de programme pour les prêts pour les entreprises au niveau fédéral pour l'instant. Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un, je m'excuse, je ne me rappelle plus qui c'est qui posait la question, qui avait l'air assez au courant sur le SBA. Je ne retrouve plus la question. Est-ce que cette personne-là peut juste partager avec le groupe l'information qu'il a? Je suis désolée, je t'entends très mal, Emmanuel, c'est très flou. Oui, Emmanuel, la question c'est avec la Small Business Administration qui garantissent des prêts de trésorerie notamment, est-ce qu'il y a des restrictions liées à la nationalité du propriétaire de l'entreprise? Ah, d'accord. Par ce que je comprends, à vérifier, mais d'habitude, il n'y a pas de restriction sur la nationalité de l'entreprise, par ce que je comprends. Non, je ne pense pas, mais à vérifier. D'accord. Et Philippe, c'est bien toi qui pose la question? Oui, c'est moi, Philippe. Et donc, pour nous tous, moi je ne suis pas très familier du SBA, c'est un peu l'équivalent de la BPI aux États-Unis, c'est ça? Disons que c'est plus orienté petites entreprises, pas forcément start-up. Et donc, c'est un système qui offre des garanties fédérales aux banques sur des prêts aux petites entreprises. Et là, dans le contexte du Covid-19, il y a une enveloppe bien plus grosse qui a été débloquée pour que cette garantie, au niveau de cette garantie. Et ensuite, c'est chaque État qui déclare au niveau fédéral qu'ils ont besoin d'activer ça dans leur État. Donc là, je pense que c'est en train de se faire sur le Massachusetts. Mais j'avais entendu dire que s'il n'y avait pas au moins 50% ou 51% de ownership par un Américain, ce n'était pas forcément jouable. Donc, c'est ça que j'essayais de clarifier. OK. Et donc, pour activer ça, tu contactes ta banque habituelle et c'est elle qui va t'octroyer un crédit qui est backé par SBA ou il faut contacter SBA? Il faut contacter SBA. Il y a aussi des bureaux régionaux. Donc, c'est ça que je suis en train de regarder ça de mon côté aussi. Je mettrai des liens si je trouve des choses. Voilà, super. N'hésite pas à nous faire passer et puis nous, on fera circuler l'info si tu me l'envoies à moi ou à Anne-Fleur. OK. Super. Merci. OK. Du coup, je suis désolé, Émilie, on n'a pas de sauter. Non, pas de problème. Pas de problème. Il y avait des questions tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on a répondu à toutes les questions. Pour répondre à la question SBA, c'est Small Business Association, Fred. J'ai vu que tu as posé la question. Small Business Administration. Administration, pardon. Merci. Voilà, il y a une question de Philippe aussi. Hello, Émilie, le gouvernement fait allusion à des allégements de charges paychecks. J'ai entendu parler, j'ai pas eu le temps de confirmer parce que je viens de l'apprendre ce matin. Des charges paychecks, je veux dire, est-ce que ça veut dire que la date de paiement de taxes soit rapportée ou plutôt un allègement de charges qui sont payées par l'employeur tous les périodes de paie?
Ouais, c'est plutôt ça, Émilie, salut. Ouais, c'est plutôt ça ma question. C'était l'allègement de charge. Ah, ok. Non, j'ai pas entendu parler. Je peux regarder et t'envoyer un email. Pour l'instant, non, c'est la première fois que j'entends ça. Ok. Moi, j'avais entendu la même chose. C'était peut-être une des options. C'est peut-être une des options, mais à voir si c'est au niveau fédéral ou étatique, à mon avis étatique. Ça dépend de l'État, mais ouais, on peut en discuter après si tu veux. Ok. Ok, très bien. Il nous reste quelques minutes dans le call. Est-ce que tu as des informations particulières? Il y a aussi à New York, je pense qu'on n'a pas encore parlé il y avait une nouvelle loi de congés payés pour l'État de New York qui n'est pas encore signée, mais on attend que ce soit signé dans les prochains jours, qui s'appliquera à tous les employés. Employeurs avec moins de 10 employés et revenus nets de moins de 1 million doivent accorder des congés non payés jusqu'à la fin de la période d'isolation ou quarantaine. Employeurs avec entre 11 et 99 employés et employeurs avec plus de 1 million en revenus nets, au moins de 5 jours de congés payés et ensuite congés non payés jusqu'à la fin de la période d'isolation ou quarantaine. Par contre, ces congés sont payés sont en plus des congés payés normaux. Donc, encore, on ne peut pas forcer les gens de prendre leurs congés payés. C'est vraiment un plus pour les employés. Une exception pour les employés qui peuvent travailler à distance. Donc, ce ne s'applique pas à des employés qui ne peuvent pas travailler à distance. Et en plus, cela n'applique pas aux employeurs privés qui sont fermés volontairement pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Par exemple, beaucoup d'employeurs qui sont fermés pour l'instant, ce n'est pas à cause d'un ordre gouvernemental de fermer, mais si l'État de New York met en œuvre un ordre shelter in place, comme ce qu'il y a en San Francisco pour l'instant, dans ce cas-là, la loi s'appliquera. Et pour l'instant, la loi n'est même pas signée, mais à voir l'évolution de cette loi dans les jours et les semaines qui arrivent. Question? Non. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, Déborah, est-ce qu'il y avait d'autres sujets à traiter? Je crois que Déborah a un petit problème de micro. Parce qu'elle essaie de prendre Elle est en mute, oui. Ouais. Il y a une question de Alban en disant que si quelqu'un trouve un lien de synthèse factuelle ou de vulgarisation sur le Family First Coronavirus Response Act, et notamment les conditions d'éligibilité, il n'a pas réussi à trouver. Donc voilà, s'il y a un cheat sheet sur ouais, je vais envoyer un message pour qu'il m'envoie partagez avec nous, on va mettre tout ça vraiment sur le site, qu'on puisse tout centraliser. Oui, bien sûr, ouais, pas de problème. À moins que quelqu'un ait une dernière question brûlante, je pense qu'on va tous vous remercier de votre présence et de vos questions. Un énorme merci à Émilie et Déborah du cabinet Nielsen Law. C'était vraiment très sympa de faire ce webinaire pro bono. Bien sûr, comme vous vous en doutez, ce n'est pas une ONG, donc si jamais vous voulez faire des follow-up questions avec Émilie ou Déborah, ce sont des avocates. Et donc, n'hésitez pas à contractualiser avec elles, on les recommande chaudement. Et puis, voilà, merci à vous tous de votre présence. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon courage à tout le monde. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci, ciao.